avec gueule. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Charles, tu te mets en mode avion? Ça y est, je crois, je suis en mode avion toujours. Moi, à partir du moment où je rentre dans un restaurant, je me mets toujours en mode avion, tu vois. Salut les filles. Dis donc, il y a 4 filles derrière nous. Extrêmement gênant. On s'est vu à la cocotte, exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu 4 filles d'un coup. J'ose pas trop leur parler parce que imagine après qu'on me fasse des remarques. Oui, comment ça vous parlez aux filles? Oui, je sais, c'est pour ça. Non, mais après j'ose pas. Ah bah oui. On va pas faire de remarques trop. On va pas faire de remarques trop sexistes parce qu'on est en sous-effectif. Oui, puis on les connaît ces histoires. Oui, il y a quelqu'un qui a osé nous parler dans un bistrot. Du coup. Là, c'est déjà limite. Pourquoi il nous parle? Mais excusez-moi, j'ai complètement dérapé. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir vous parler comme ça alors que vous êtes des filles. Tiens, ça commence les conneries. Non, mais ça craint, hein. Faut faire gaffe quand même. Alors. Vous êtes excessivement dissipé à cette heure. Ouais, bah on a failli parler à des filles et, On a failli parler, ouais. Et on s'est excusé. Des dames à côté. Enfin, on a parlé, on s'est rendu compte que c'était complètement interdit de parler à des femmes à notre époque. Et du coup, on s'est excusé et elles sont en train d'étudier avec leurs avocats si elles acceptent ou pas nos excuses. Est-ce que je vous mets une petite bouteille de vin ou... Il faudrait, un maximum de vin. Allez, apparemment, c'est une tradition, on jette par terre pour dire qu'on a aimé ici. Tu aimes dans ce restaurant? C'est une tradition locale, ouais. Nous sommes au Maquis, dans le 18e, pour ceux qui veulent venir manger. Donc t'as plus ton bistrot, toi? Moi, j'ai jamais eu de bistrot. J'ai pas de femme, pas d'enfant. J'ai pas de métier. On sait pas vraiment qui je suis, Charles. Ça démarre bien, là. Pas de famille. Défini. T'as des amis? Oui, j'ai des amis, mais on les compte sur les doigts de la main. Je connais pas le principe. Alors, il n'y a pas Tu de vas principe. m'expliquer. Alors, en fait, c'est une sorte de conversation. Donc, on est en mode avion. Hein. Tu vois, on peut parler aux gens à côté, on fait comme on veut. L'idée, c'est de rencontrer les gens. Il n'y a pas de piège, on ne peut pas savoir, justement, si tu as une femme, des enfants, si tu es plutôt... On parle pas de la vie privée. Non. Enfin, on peut si tu as envie d'en parler, mais on n'est pas là à savoir... Sur les herbivores ou sur les... Non. Et par exemple, tes idées d'extrême droite un petit peu spéciales, on n'en parlera pas. Non, évidemment, je plaisante. C'est dommage. Ce sera coupé tout de suite. Est-ce que tu veux parler de ton métier avant et dire ce que tu fais comme métier ou pas du tout? Mon métier, si ça t'intéresse, moi je veux bien parler de tous les sujets, rien ne me dérange. Moi, j'aimerais que tu parles de ton métier en premier et qu'après on puisse faire des divagations sur les... Alors, mon métier, il est C'est quand même un métier assez exceptionnel. D'une affligeante banalité, on va dire, quand même. Pourquoi? Quel est ton métier, Charles? Je suis escroc. Ah, escroc, d'accord. Ah oui, donc là, ça tombe sous le coup de la loi ou bien c'est escroc légal? Non, c'est une escroquerie légale. Ah, bah voilà, mais c'est pas pareil. Bien sûr. Je suis escroc, je suis marchand de voix. Pourquoi c'est une escroquerie, Charles? Quand t'es agent, je suis agent. Hein, je suis agent comédien, je suis agent, je vends la voix, des comédiens. Donc c'est une escroquerie parce que je facture 10% sur le talent des autres, alors que j'en ai pas. Ouais, c'est très bien pour moi. Très bon. Ah, tu penses que tu n'as pas de talent? Ah, c'est intéressant ça, en tant qu'agent. C'est bizarre. Bah, c'est les artistes qui ont le talent. Eux qui parlent dans le micro. En général, c'est pas moi. Enfin, il fallait avoir le talent de penser à cette idée d'aller vendre les voix des autres. Ah, mais si seulement j'avais eu ce talent, je pourrais pas fermer une telle chose, mais c'est pas moi qui ai eu cette idée. Qui a eu cette idée? C'est mon amie Mathilde Vitré. Est-ce que tu connais Mathilde Vitré? Je crois pas. C'est la fille de Sylvie Joly, tout le monde la connaît, Mathilde. Ouais. Oh, tu connais Sylvie Joly? Bien sûr. Sylvie Joly qui était Une humoriste, grande humoriste. une femme Exceptionnelle. extraordinaire. Ouais. Et sa fille Mathilde, c'est elle qui a eu cette idée. Vendre la voix des acteurs. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Pour la publicité, pour la chose comme ça. Le doublage, les dessins animés. Je trouve ça extraordinaire. Ah oui, parce que c'est une part du métier de comédien C'est vrai. qui est parfois, dont les gens du commun des mortels se rendent pas compte forcément. C'est vrai. On entend des voix toute la journée dans les pubs, à la radio, à la télé, comme tu dis, dans les dessins animés, dans les documentaires, la voix off, ou des voix off d'ailleurs, partout. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte que c'est des comédiens derrière, ça fait un peu partie du quotidien. Pas la question. Ça se pose pas la question. Alors qu'en fait, c'est un marché énorme. Énorme. Tous les jours, il y a plein de comédiens qui vont dans des studios parler dans des micros.
Et des mecs qui ont un talent fou. Et c'est pas juste des professionnels de la voix. Mais non. C'est des vrais comédiens. Il y a des gens comme moi, par exemple. Comme toi, Ils sont pas des professionnels, par exemple. Ce que j'adore dans ce métier, c'est ces gens qui jouent des textes Rilke dans des salles où il y a 12 personnes et qui gagnent pas leur vie. Mais le matin, ils vont dire L'Oréal, je le vaux bien. Carrefour, enjeu positif. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que Carrefour et L'Oréal, ils savent pas qu'il faut vivre la création artistique. Ah oui, voilà. Là, c'est Oui, ils savent intéressant. pas. Bah ouais. Voilà. Mais arrêtez de raconter des conneries. Pour dire vrai, quand j'ai commencé à faire ce métier, il y a le siècle dernier, Ouais. il y avait, je vais caricaturer un peu, il y avait 20 mecs qui faisaient 90% de voilà, toutes les oui, vraies ça. pubs. Donc il y avait 20 mecs qui gagnaient 200 000 balles par mois, qui avaient tous une Jaguar, une piscine dans leur sous-sol. Ouais. Et moi je suis arrivé, à l'époque comme j'étais encore jeune, j'étais encore de gauche. Et donc j'ai dit c'est complètement injuste qu'il y ait 20 mecs qui gagnent 200 000 balles, et ça serait mieux qu'il y en ait 200 qui gagnent 20 000. Ouais, ce qui est déjà beaucoup aussi. Hein. Ce qui est déjà mieux pour payer ses clopes, ses pensions alimentaires, son loyer, ça suffit normalement. T'as pas besoin d'avoir une Jaguar quand t'es artiste. Non. Donc je suis allé au théâtre. J'ai rencontré plein d'autres comédiens qui faisaient pas ça et je les ai amenés petit à petit. Faire de la voix. Voilà. Donc aujourd'hui ils sont 200 et gagnent 20 000. C'est bien, hein. Je suis content de moi. J'ai fait mon boulot de mec de petit étudiant de gauche. Ouais. Et en même temps, de toute façon, c'était inéluctable que ça s'ouvre à tout le monde aussi, à un moment donné. Pourquoi ça aurait été Parce que je pense que c'est de plus en plus mis en valeur. Enfin, moi, je sais pas toi, à quel moment c'est passé la voix où on va dire le public s'est rendu compte que ça existait. Moi, j'ai l'impression que c'est avec les dessins animés. Alors, sincèrement, moi à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Déjà, je regardais les films en VO. Ouais. Oui. Alors qu'en étudiant France, dans le quartier latin, donc forcément j'allais au cinéma, j'allais voir les films en. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent les films en VF. Ouais. Je ne savais pas que ça existait. Et déjà à l'époque, il y avait énormément de fans. C'est-à-dire que les mecs, mon pote Poivet, que tu connais peut-être. bah oui. Bah oui. La voix de Bruce Willis. Ouais. Tu peux pas savoir le nombre de lettres, de trucs de fans qu'il reçoit. Oui, parce qu'en plus, il faut dire que les gens du doublage, comme par exemple Monsieur Poivet qui fait Bruce Willis, entre autres, mais ils ont réussi à inventer dans la version française, par rapport au personnage, il a réussi à inventer un Bruce Willis et à rajouter des choses à l'acteur qui faisait déjà quelque chose dans la version originale. De dos, ouais. ou des moments, enfin, il a inventé un autre. Carrément. Donc c'est là où ça va loin la voix. Carrément. Ou le jeu de C'est un bon comédien. exemple. Ouais, non, mais lui, c'est un super que c'est exemple. ouf. Parce que je trouve qu'il fait partie des acteurs qui faut presque plus regarder en VF qu'en VO. Exactement. Il apporte un plus, il apporte Ouais, il y a un plus. un peu d'humour et d'ironie, de second degré à Bruce Willis, qui lui-même l'a pas toujours. C'est ça qui est hallucinant. Ouais. Et même un mec comme Peter Falk, Colombo, Ouais. t'as pas besoin de le doubler. Ouais, Le mec, normalement, c'est un génie, c'est un des plus grands acteurs du monde Ouais. de tous les temps. Et ben, doublé par Serge Sauvion, c'est extraordinaire quand même. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu regardes en VF, Colombo. C'est rare de le voir en VO. Non, j'ai jamais vu en VO. Ouais. Tu regardes les films de Cassavetes Ouais. en VO, mais pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais pas Colombo. Donc oui, il y a des mecs qui arrivent vraiment à apporter quelque chose, et ces mecs-là. Et ces mecs-là n'ont eu aucune carrière en tant que comédien. Toute Aucune cette carrière. bande de stars bah si. de la voix. Bah si. Non, On mais parlait c'est- tout à l'heure de Jacques France. Bien sûr, mais voilà. Jacques France, qui est la voix de De Niro, de Mel Gibson, c'est un immense acteur qui a fait 80 films au cinéma. Voilà, non, mais c'est ça qu'il faut rappeler aux gens aussi. Oui, bah oui, C'est évidemment, que- c'est des grands Parce qu'ils acteurs. font partie du quotidien des Français. Alors après, il y en a certains qui se sont mis à tellement travailler dans le doublage, dans la synchro, qu'ils ont mis un peu entre parenthèses leur carrière à côté, ce qui est parfois dommage. Ouais. Mais des gars comme Jacques France, ils ont toujours continué à travailler à côté, ils travaillent toujours. Voilà. Partout. Ouais. Donc. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, les 20 mecs qui avaient 80% du marché, ils faisaient rien d'autre. C'était vraiment des professionnels de la voix. Et du coup, peut-être que ça leur a ouvert d'autres portes, le fait que ça s'élargisse. Non? À eux, à ceux-là, non. pas vraiment, parce que eux, non. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu. C'est plus aux autres que ça a ouvert des portes. À tous ceux qui ne savaient même pas que ça pouvait exister. En fait, c'est ça, ouais. C'était un Il y nouveau a plein marché. d'acteurs qui faisaient ce métier et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient gagner un peu d'oseille en faisant de la voix. Ouais. Et qui sont tous super contents de le faire.
Moi, Je pense que... vas-y, une de mes sources, une de mes mines d'or, c'est France Culture. J'écoute France Culture. Il y a plein de... ça se réduit un peu les budgets, hein, mais bon. Il y a quand même beaucoup de fiction, de lecture, de textes, et à chaque fois, j'écoute des comédiens qui viennent... le nombre de mecs que j'ai découvert comme ça, moi. Oui, voilà. Franchement, j'ai découvert comme ça. Parce que j'écoute tout d'un coup, il se passe un truc, j'appelle le mec, et les mecs, depuis, je bosse avec eux, des acteurs merveilleux. Et toi, tu t'occupes de combien d'acteurs aujourd'hui, ou actrices? 2 ou 3. Non, des centaines, je sais pas combien. Je sais pas combien. Quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tout seul à le faire. J'étais le premier à le faire, ça n'existait pas avant. D'être marchand de voix. Donc combien vous êtes maintenant? Aujourd'hui, on doit être 4-5. Et donc très vite, j'ai eu beaucoup de gens. Après, tu as des gens avec qui tu travailles quasiment tous les jours ou presque. Tu en as d'autres avec qui tu travailles 2 fois par an. Quand je dis je travaille avec des centaines de gens, c'est un peu... comment dire? Oui, je travaille pas avec des centaines de gens quotidiennement, quoi. Je vais t'avouer que moi, je te dis, encore une fois, je me suis rendu compte depuis qu'il y a plein de gens dans le public qui sont très sensibles aux voix. Moi, au départ, je savais même pas que ça existait, des mecs qui faisaient ça. Même, c'est vrai que j'entendais de la pub à la radio, je me disais pas, tiens, c'est des comédiens qui, le soir, vont jouer Molière ou vont jouer Hamlet, et qui, le matin, vont faire ça. Je savais pas. Ah, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est ce grand écart aussi. Comme tu disais tout à l'heure, sur le... Pardon. Attends, je vais m'en resserrer un peu. Sur justement le comédien qui est au théâtre et qui joue quelque chose de très pointu et qui en même temps peut faire la voix d'une pub c'est hyper pointu, la très voix d'une commerciale. pub. Et en fait, mais il y a un point commun. Ben voilà, c'est qu'il y a un vrai point commun, qu'il faut être très précis aussi. C'est quand même Je crois que quelque chose de particulier. Le truc de la voix, tu sais, tu peux pas tricher à la voix. T'es juste ou t'es pas juste. Quand t'es à l'image, tu peux tricher de plein de façons. Ouais. D'abord, t'as des costumes, des maquillages, des coiffures, des trucs, des machins, des grimaces, des gestes dans tous les sens, des mouvements du corps. Au micro, t'as plus rien. Ouais. T'es dedans ou t'es pas dedans. Ouais. Tu sais ce que c'est. Ouais. Tu l'as déjà fait un petit peu. Donc, c'est un super exercice. Tu sais, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre Ouvert, qui est là, à Pigalle, à Blanche plutôt. Qui faisait un truc qu'ils ont arrêté malheureusement depuis la mort de Lucien Atoun qui faisait le théâtre. Il faisait un truc qui s'appelait la radio sur un plateau. C'était une fois par mois, le lundi soir. Et t'avais en fait, c'était une lecture d'une pièce, mais c'était quand même un peu mis en scène. C'était entre la lecture et le théâtre. Et toi t'arrivais, on te donnait un casque, sans fil. Ah oui. Tu mettais ton casque. Et c'était enregistré, ça durait 1 heure, c'était enregistré dans les conditions du direct et c'était diffusé sur France Culture le lendemain. C'était génial, et tu avais un débat après. Donc tu avais des acteurs, souvent des super acteurs, je me souviens d'avoir vu Christiane Coendi, des gens comme ça, c'était quand même haut niveau, qui viennent, ils ont le texte quand même en main. Alors, toi tu es là, si tu fermes les yeux, tu as ton casque sur les oreilles, tu es à la radio, tu es à France Culture, tu ouvres les yeux, T'as quand même le casque et t'es quand même... Mais t'as la scène avec les acteurs, hein, et t'enlèves ton casque et t'as le son direct et t'es au théâtre. C'était pas mal. Et à la fin, t'avais un débat à chaque fois avec le réalisateur Et à chaque fois, je leur posais la même question aux acteurs, aux metteurs en scène, je leur disais, est-ce que vous croyez pas que toutes les pièces qui se montent devraient passer par cette étape-là? Je me souviens, un jour est allé... On n'en parlera pas parce que c'est un sujet qui intéresse personne, mais moi je suis un grand passionné de Shakespeare. Et donc dès qu'il y a une pièce de Shakespeare qui se monte quelque part, j'y vais. Un jour, je vais au théâtre de l'Odéon, il y avait Thomas Joly qui montait Richard III. Ça a duré 4 heures, j'ai réussi à tenir une demi-heure. Je suis parti, et quand je suis sorti, comme je vais souvent au théâtre de l'Odéon, les gens qui étaient là à l'accueil et m'ont dit qu'est-ce qui se passe, ils me partaient, j'ai dit oui. Ils disent mais vous êtes malade? J'ai dit non, c'est lui qui est malade. Le mec, il arrive, Richard III, comme je disais, ça commence par un monologue. Ouais. Il vocifère, il hurle. Ouais. C'est pas possible. Un monologue, c'est un truc intérieur, c'est un truc que tu dis devant ton miroir le matin en te rasant. Ouais, c'est presque intime, là. Ouais.
Les mecs, Lui, ils le vocifèrent. salon. J'étais avec une copine, au début on se dit c'est une blague, après ils vont jouer vraiment Shakespeare. Non, ça continue comme ça. Donc on s'est barré, on est allé bouffer chez Candebord, à côté, on n'était pas loin. Et on a passé un meilleur moment parce que les mecs vociféraient. Si ils étaient passés par cette étape du travail au micro, ils n'auraient pas pu crier comme ça. Ouais. Et le mec, il y avait des décors qui bougeaient dans tous les sens, qui rentraient dans le sol, qui remontaient dans le plafond. J'avais envie de lui dire, mec, enlève un décor, mets des micros. Si t'as peur qu'on t'entende pas, tu sonorises, tu mets un micro. Non? Moi, je suis d'accord. T'es d'accord? Moi, j'ai fait un spectacle, j'avais un micro justement pour ça. Pour pouvoir, à des moments donnés, quand tu veux chuchoter, pouvoir chuchoter. Bien. Après, c'est toute la maîtrise de l'ingénieur du son qui fera la différence pour pas que ce soit une soirée DJ dans un bal de Provence. On est d'accord. Comme tu as commencé à être marchand de voix, quelle est ta plus belle rencontre ou ton truc Tellement de belles rencontres. Il y en a beaucoup, oui. Tellement de belles rencontres. C'est pour ça que je continue. Tu sais, quand j'ai commencé à faire ce métier, pour moi, comme je te l'ai dit, j'étais étudiant. Pour moi, j'allais faire ça pendant 1 an ou 2. Si je le fais encore 27 ans plus tard, c'est principalement parce que j'ai fait énormément de rencontres incroyables. Donc, on parlait tout à l'heure de Jacques France, de Patrick Poivet, de gens comme ça. De Sylvie Joly. Au tout début, quand j'ai commencé, j'ai rencontré Danny Boone, par Sylvie Joly. Elle m'a dit, viens, je t'emmène voir un mec incroyable. Ça se passait aux Movies, une petite salle dans le Marais, je sais pas si ça existe toujours. Je sais pas. C'est une petite salle, tout en longueur. Il y avait une rangée de tables de chaque côté. Et au bout, tu avais la scène avec le mec qui jouait. Et les gens mangeaient. Mangeaient, buvaient, fumaient. À l'époque, on pouvait encore cloper. Et tu avais ce mec, Danny Boone, qui jouait son spectacle. Personne n'en avait rien à foutre. Les gens mangeaient, picolaient. Je me souviens qu'il y avait un gros directeur de casting. Bon, je tairais le nom. Il était en face de nous à la table. Il n'a pas regardé une seconde le truc. Il picolait, machin, il était torché. Et moi, j'étais avec Sylvie, j'écoutais le mec. J'étais halluciné, je ne sais plus ce mec. C'est marrant comme C'est comme ça que j'ai rencontré Danny. Ensuite, on a énormément travaillé ensemble. Quand j'ai rencontré, il habitait dans une chambre de 7 mètres carrés, quai des Grands Augustins. C'était juste, il faisait pas la manche dans le métro. Hein. Et il a fait énormément de voix, parce qu'il était très doué pour ça. Ouais. Et il y avait le frère de Sylvie, Thierry Joly, qui était un mec, je crois, un des mecs les plus drôles que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est lui qui écrivait les textes de Sylvie. Avec Sylvie et avec une de ses sœurs qui s'appelle Fanny. Thierry, ils sont devenus très très potes, Danny et Thierry, à tel point que Thierry a écrit et mis en scène le premier gros spectacle de Danny, au Palais des Glaces. C'était son spectacle où je vais bien, tout va bien, c'est un truc très... Gros carton. C'est là qu'il a Explosé. Et Danny faisait énormément de voix à l'époque. Et des séances avec Thierry. Mais il venait au bureau tous les jours, pratiquement. Moi, je partageais les bureaux avec Thierry. J'habitais une chambre de bonne au-dessus de chez Sylvie, de l'appartement de Sylvie. Donc, je descendais le soir bouffer avec Sylvie et Pierre, Marie. Et je partageais les bureaux avec Thierry. C'était ma famille adoptive. Et Danny, grosse rigolade. Donc, des rencontres. J'en ai eu 1000, des rencontres. Oui, c'est ça, même ça. J'en fais encore plein. Moi, ce que j'adore dans les voix, c'est aussi quand le fait qu'on ne te reconnaisse pas ou de changer ta voix et que tu fais écouter pourtant à des proches les voix que tu as fait et personne. Parce que nous, on l'entend, notre voix, là, quand on se parle. On entend notre voix directement là. Mais quand ça passe par un micro, c'est notre vraie voix, en fait. Nous, en tant que tel, on ne l'entend jamais. Ah non, jamais. Et Donc, quand tu on l'entends, l'entend, on la tu t'en- déteste. On dit, Ouais. ouais, c'est ça ma voix, c'est dégueulasse. Et elle peut être multiple aussi. Donc, c'est C'est impressionnant. vrai qu'il y a très très peu de gens qui reconnaissent les voix. Je me souviens une fois, j'avais fait une petite blague. Et à l'époque, il y avait Trintignant qui avait fait une pub pour EDF. C'était Daboville qui était au milieu de l'océan, Gérard Daboville. Sous la nuit tombait, même il faisait nuit, il y avait et la voix off disait des trucs du genre 1 heure d'Anne Sinclair le dimanche soir, 7 centimes, une douche chaude, 4 centimes. Tu te souviens pas de ça? Et à la fin, il disait, ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver le confort EDF? J'avais mis,
Trintignant sur le casting, sans mettre son nom. Je mettais juste voix 1, voix 2, voix 3, voix 4. Les mecs, c'était quand même pourtant des gens du métier. Ils me disent, putain, il est bien le mec, là, la voix numéro 2, c'est qui ce gars-là? Bon, c'est un petit gars qui démarre, il s'appelle Jean-Louis Trintignant. Donc même dans le métier, les gens ne connaissent pas les voix. Pourtant, tu peux te dire que s'il y a une voix, s'il y a des voix très reconnaissables, le Trintignant, il en fait partie. Maintenant, aujourd'hui, je pense que tu as raison, les gens font plus attention qu'hier. Je pense que si tu mets la voix de Danny Boone, il y a quand même beaucoup de gens qui la reconnaissent. Ouais. La voix d'Elie Semoun, il y a beaucoup de gens qui la reconnaissent. Par contre, tu mets la voix de Fred Testo, personne ne reconnaît. Non, parce que Fred Testo, ce qui est génial avec ce mec-là, c'est qu'il peut faire plein de choses différentes. Vraiment, pas reconnaissable. Les multicartes. Complètement changé sa voix. Les multicartes. Et ce qui est marrant avec lui, c'est que c'est un personnage qui, tu vois, en 2 secondes, il peut être Est-ce quelqu'un que tu le d'autre. sais vraiment, sincèrement? Est-ce que tu changes ta voix ou est-ce que tu... Charles, arrête. J'ai vraiment envie de passer un bon moment avec toi. Et voilà, on va pas s'embrouiller pour ça. Oh mon Charlot, oh mon Charlot. Tu vois, non, mais c'est Ça vrai. te fait marrer ou pas? Là, voilà, c'était un exemple de ce que je peux faire, mais non, j'aimerais. Moi, je vais te dire, si je pouvais faire toute ma vie que dans la voix, ça m'arrangerait parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. Et donc, attention, moi j'adore le métier de comédien, je suis très heureux de faire ça. J'en vis depuis 25 ans maintenant. Donc, déjà, j'envie, déjà la phrase, tu vois. C'est déjà une chance quand tu es comédien de dire je vis de ce métier. D'accord. Et non, franchement, je me dis là aujourd'hui à mon âge, à un moment donné, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis pas du tout moi obnubilé par le fait de me montrer moi devant la caméra. Ton ego. Moi, Voilà, ma j'ai gueule, pas- ma chef, machin. Je suis pas d'ego de ce côté-là. J'avais remarqué un peu ça, je crois. Je te connais pas bien, mais... Non, mais j'ai pas ce problème-là personnel. En tout cas, donc j'ai pas besoin de plus. Par contre, tout ce qui m'intéresse derrière la réalisation, la production, mettre en avant des gens, comme tu disais tout à l'heure, de faire découvrir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, ça m'intéresse. Et à côté de ça, si j'avais vraiment les moyens en plus, parce que gagner sa vie, c'est payer son loyer, pouvoir partir en vacances et aller un peu au restaurant avec ses amis, on va dire. Et ça, et acheter 3-4 habits, et à la rigueur, moi, je peux gratter 1 ou 2 vestes sur les tournages, donc à la rigueur, ça va. Donc, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Par contre, j'aimerais avoir du temps, quand même, pour pouvoir faire d'autres choses. J'aimerais bien, moi, monter, par exemple, une compagnie de petits bus à l'hydrogène derrière. Des petits bus mini, pas des gros bus. Les gros bus, ils défigurent la ville de Paris, par exemple. Des petits bus qui suivent, on fait des lignes gratuites. Et donc, ça suit toutes les lignes de bus parisiens. Sauf que moi, je dis que c'est gratuit. Donc, je mets 3 petits bus qui arrivent, petits. Ils ne bloquent pas les carrefours comme les gros. Ils sont pas au diesel, ils sont à l'hydrogène ou électrique. Et on les fait gratuits pour tout le monde. Et on dit demain, rejoignez-nous. Comment on fait alors aujourd'hui? Faire une appli. Tu vois, comment on rentabilise ce truc-là? Est-ce que ça doit être un bus qui doit être géré par la publicité, parce que la publicité ramène beaucoup d'argent aujourd'hui? Est-ce que moi j'aimerais passer mon temps à faire ça, à faire des ports propres, Il y a des élections municipales. zéro bientôt, déchet. Il est peut-être pas trop tard pour présenter une liste. Oui, mais aujourd'hui, il me manque juste un petit peu d'argent pour être autonome. C'est pour ça que je viens de voir que tu me fasses faire une voix d'un truc un peu récurrent pour que j'ai le temps de faire d'autres choses. Mais ça m'intéresse, en fait. Moi, j'adore l'idée. Et en tant que citoyen, aujourd'hui, tu te dis qu'on en est où? On est plutôt sur la pente ascendante ou la pente descendante? Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? En tant que citoyen, vous êtes marchand de voix. Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Ouais. Alors là, Non, c'est important aussi. je pense que tant qu'on ne change pas radicalement un certain nombre de choses, on va grave dans le mur. Parce que moi, je suis extrêmement optimiste, en fait. Je me dis que qu'on est un petit peu trop sur le quotidien. Et les réseaux sociaux nous mettent tellement dans une actualité minute par minute. Et une réaction tout de suite à chaud, même pas à chaud, même pas le temps d'avoir que ce soit chaud. C'est épouvantable. Et donc du coup, je me dis que c'est très négatif. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, j'ai l'impression que ça va s'inverser. Le mal du 21e siècle, c'est ça. C'est l'immédiateté et l'instantanéité. Voilà, l'immédiateté. L'instantanéité. Aujourd'hui, tu reçois un truc. Moi, je me rends compte, quand on voit un SMS, tu sais, quand c'est la personne a un iPhone comme toi, tu vois qu'il commence à répondre, tu vois les trois petits points là. Ouais, Alors, c'est horrible, ça. t'as même pas fini de parler. Mais Je veux te dire prends un ton truc. temps pour répondre. Réponds-moi demain. voilà. Réfléchis. Et ça, Qu'est-ce c'est qui intéressant. est le propre de notre espèce, d'Homo sapiens? C'est la réflexion. Quand tu réponds tout de suite, t'es que dans l'émotion et dans la réaction. C'est exactement ce que tu dis. Donc tu vois un truc et t'es dans l'émotion.
Après, dans le est-ce qu'on se retrouve à 20h30, on peut répondre tout de suite oui, ok, à 20h30. Là, on est dans l'immédiateté. On répond le lendemain quand même. Non, mais t'as raison. Je pense que qu'on c'est est le dans mal une du siècle, politique, l'immédiateté, l'instantanéité, voilà. parce que du coup, Le mal on de est tout le dos, temps dans l'immédiateté. l'émotion. Toi-même, si tu prends tes messages, Mais t'as vu, là, on est en mode avion. Ouais, On n'a pas mais regardé on au est en téléphone, mode on s'en branle. mais- Et on accepte de plus en plus si ça. tu reçois un message et que tu réponds tout de suite, maintenant tu prends tous tes messages et tu te dis, tiens, j'y réponds pas tout de suite, j'y réponds une semaine après. Tu vas voir que tu réponds pas du tout la même chose. Parce qu'une semaine après, tu as eu le temps d'encaisser tes émotions, qui sont vachement importantes. Il faut les vivre, les émotions. Les émotions, les sensations. C'est comme au théâtre. Moi, si on passe pas par les émotions, ça peut pas atteindre le cerveau. Le théâtre qui est directement, soi-disant, intello, machin, si ça me touche pas, ça peut pas atteindre le cerveau. Mais, donc c'est important de passer par les émotions. Mais avant de s'exprimer, avant de répondre. Donc, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi sur les réseaux sociaux, machin, etc. Mais il va falloir qu'il se passe un truc pour que ça change. Mais si ce qui fait notre particularité, justement par rapport aux autres espèces, c'est la capacité, c'est ce qu'on appelle l'entendement, c'est la capacité à réfléchir. Si on n'est pas capable, si on moi, réfléchit je pense plus et que- qu'on est tout le temps dans la réaction, Mais je pense que moi, avec on va dire tous les drames ou tout le côté négatif de l'immédiateté, on va forcément arriver dans les années à venir, dans les 10 ans à venir, à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent vraiment discrets, qui veulent pas raconter leur vie privée comme nous là, finalement, sages. regarde, tu vois, on sait pas qui on est. non. Fred qui parle à Charles, Fred est comédien, Charles est marchand de voix, très bien, mais on n'a rien dit de nous. Personne ne sait rien. Et on n'a pas envie. Et moi, en plus, je considère que, comme Claude François disait dans une interview sur Europe 1 en 1977, ou 73, je sais plus, il disait, mais on s'en fout le mec que je suis sur scène, c'est celui qui fait rêver les gens, il a envie de vous emmener dans des univers complètement fous et de vous transporter. On s'en fout de savoir si j'ai été avec mes enfants en train de faire des courses au supermarché et pris en photo avec 2 sacs plastiques. Ça, c'est pas le vrai Claude François. Alors après, on peut l'interpréter comme on veut, mais moi, je suis d'accord. Le métier de comédien, t'as envie de croire que je suis un méchant, que je suis un mec génial, que je suis un mec super drôle, que je suis un homo, complètement homo, que je suis fou amoureux d'une femme, que je gère très bien les trucs avec les enfants, T'as que joué je suis des un ordures, cascadeur. toi T'as joué des ordures J'ai joué une fois un très méchant, et ça m'a fait plaisir, c'est que ça a très bien Tu t'es pas fait marché, d'ailleurs, insulter par les c'était gens TF1. après dans la rue Mais quasiment, où les gens avaient du mal à me regarder, Tu vois, et Eric j'étais von très Stroheim. heureux. Tu vois, lui, Ouais. il a souvent joué des rôles de nazi ou de Ah oui d'ordures. Les mecs, ils pouvaient plus sortir dans la rue. Ben, Les gens lui crachaient dessus, ils voulaient lui mettre sur la C'est-à-dire que gueule. c'est bien fait ton rôle. Mais si on te connaît à côté en disant on te voit dans toutes les soirées, on te voit avec tes enfants, avec tes sacs au supermarché, ça décrédibilise le comédien. Et aujourd'hui, on est vachement dans une politique de la vérité comme ça, on veut tout savoir sur tout. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir d'où tu viens, par exemple. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va se terminer tout ça. Mais il Ça va s'inverser. Il va falloir lancer des bus, des petits bus électriques pour que ça s'inverse. Mais c'est vrai. Non mais comment ça va Parce que s'inverser tu imagines un gros bus diesel et derrière tu as 3 petits bus électriques ou à l'hydrogène à taille normale. Forcément que ça s'apaise le monde. Alors, ici j'ai la poitrine de cochon. Moi j'adorerais que ça Charles. s'inverse, mais comment tu Merci. vois Merci. Comment tu vois que ça peut s'inverser, toi? Bah avec le temps. Avec le temps, parce que tout le monde n'a pas envie de savoir où tu te trouves aujourd'hui à chaque instant T. Non mais c'est pas seulement où tu te trouves, c'est arrêter Et de commenter les choses. de tout commenter. Je veux dire, t'as un avis toi sur l'usage du 49.3? Ça te choque que Mais après, c'est Manuel Valls qu'on ou que donne la parole Édouard à... Philippe? On donne la parole à tout le monde aussi. Oui, non mais le 49.3 il est dans la Constitution. Il y a des mecs, Ouais. cette Constitution, il y a des mecs qui sont les plus éminents spécialistes en droit constitutionnel, dans le droit public, qui ont planché dessus pendant des mois. je sais, Et toi qui connais rien au truc, tu vas dire il faut pas utiliser le 49.3. S'ils l'ont mis dans la Constitution, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Rocard, il l'a utilisé plein de fois. Tous Le les plus de premiers fois, l'ont d'ailleurs. utilisé. Qu'est-ce qu'on Oui, mais va les trois cracher quarts à la des gens, gueule de c'est, Valls parce qu'il a utilisé le 49.3? C'est pas ce délire. Non mais les 3 quarts des gens, c'est comme ce matin j'écoutais la radio et te disent, t'as des émissions où ils font leur beurre avec ça et leur oseille avec ça, ils n'ont rien à foutre faire avancer le sujet. C'est que alors machin, oui, alors vous êtes où, qu'est-ce que vous pensez des élections?
Ah non, bah moi, je m'appelle Philippe. Moi, les élections, il faut le... Enfin, il n'a pas d'accent du Sud, d'ailleurs. Mais... Bref, les élections... Tu le faisais bien. Ben, moi, je pense qu'il faut pas les faire. Ah ouais, pourquoi, Philippe? Non, mais parce que je pense que là, c'est pas le sujet en ce moment. Ok, bah merci, Philippe, c'était l'avis de Philippe. Donc, c'est pas le sujet en ce moment. Voilà. Et on prend parole comptant, donc argent comptant, comme si tous les Français étaient Philippe. Et j'ai une petite question par rapport à ça. T'écoutes quelle radio? Tu sais bien de quelle radio je parle. Non mais voilà, tout le monde a la parole, tout le monde a la parole sur les réseaux sociaux, tout le monde dit n'importe quoi. Les gens répètent surtout des choses qu'ils ont entendues. Moi un jour, à la radio aussi, j'ai écouté un documentaire sur les Gilets jaunes. Et il y avait un mec qui parlait, il disait qu'il était ambulancier, qu'il gagnait 1700 balles net par mois, qu'il avait 4 gamins. Et qu'à Noël, il n'allait pas pouvoir acheter une console à ses gamins. Parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Ben pardon, mais moi ça m'a choqué. Pardon, parce que moi tous les jours, je parle avec les gens dans la rue, les SDF, les gens qui dorment dans la rue. Et eux, ils s'en sont pas à se demander comment ils vont acheter une console à leurs gamins. Ils en sont à se demander comment ils vont bouffer, comment ils vont payer leur bière, ou à quel endroit ils vont dormir ce soir. Et eux, mec, t'as 4 gamins, tu gagnes 1700 balles par mois, eh ben ouais, tu vas pas acheter une console. Et alors? Ben oui. Et alors? Est-ce que tes gamins, ils ont besoin d'une console de jeu pour vivre? Putain. Non? Ouais, mais t'as des trucs Pardon, je remballe, mais non. On s'emballe. On a presque fini la première bouteille On s'emballe complètement. de chez La Palue, donc on commence à dire des conneries. Tu veux du sel? Ouais, du Daphné. Daphné? Et Daphné, t'es sûr? Daphné, ouais. Daphné, ça s'oublie pas, Daphné. Elle a 2 sœurs, dont une qui s'appelle Calypso. Ah ouais, donc là, on est vraiment dans les... On est vraiment de Homer. Dans Cousteau, là. Là, tu vois la différence de culture? Ouais. Ah, c'est beau. Non, mais Voilà. j'adore. Très belle culture aussi, Cousteau. Mais quand même. C'est Homer. Comme toi, Tu te souviens de Calypso quand même toi, c'est l'Iliade et l'Odyssée. C'est l'Odyssée, Calypso. Et moi, je te parle de Cousteau, qui a été bon aussi, hein. Il a mis il a été au moins des aussi bâtons bon de que Homer. dynamite pour faire revenir à la surface des poissons pour voir ce qu'il y avait dans les... Calypso, c'est cette déesse qui a retenu Ulysse pendant 7 ans. Mais c'est très drôle, la Sur son différence île. de culture. Bah oui. Un jour, j'étais à une projection d'un très beau film, d'un ovni. La comédienne qui avait le rôle principal dedans m'avait invité et après, je suis allé boire un coup avec elle et il y avait plein de gens, on était une grande table, comme souvent, tu ne connais personne. Ouais. Et il y avait un mec apparemment qui était réalisateur de cinéma, de film. Il avait fait, je pourrais plus me souvenir de son nom, mais apparemment il avait fait des films un peu connus. Des films qui avaient eu du succès. Mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, la conversation a basculé sur Homer. Le mec, Homer Simpson. Au début, j'ai cru qu'il faisait une blague. Il y a eu Homer Simpson, oui, bon. Ok, la blague est drôle. Mais non, c'était pas une blague. Ouais. Le mec croyait qu'on parlait d'Homer Simpson et il savait pas qui était Homer. Le mec est réalisateur de cinéma. Non, mais bon. Alors, non, mais pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'ai une passion aujourd'hui pour le théâtre. Je suis allé beaucoup au cinéma. Quand j'ai commencé, quand j'étais étudiant, parce que je te dis, j'étais dans ton quartier, là, un peu bobo, quartier latin. Il y avait des cinémas partout. Je découvrais Paris, j'avais fait 7 ans de pensionnat. C'était la belle vie, j'allais au cinéma 2 fois par jour. Je suis allé voir tous les films de René Clément, de Bergman, de Clouzot, de Cassavetes et compagnie. J'ai adoré. Et bien, aujourd'hui, des réalisateurs comme ça, qui font des films, ces mecs. Moi, j'adore la langue, j'adore les mots. Pourquoi je fais ce regardes métier les- aussi? Parce que j'adore la langue, c'est ma religion. Le mot est l'art de le faire entendre, je dis, c'est ma religion. Parce que le mot sans l'art de le faire entendre, il est réservé à une toute petite élite. Qui peut lire Joyce, Proust? Ouais, mais est-ce que, par exemple, toi, dans ce que tu es et ce que tu représentes, tu pourrais demain t'occuper de gens pour les voix, parce que tu es marchand de voix, Oui. les gens de la télé-réalité, par exemple. Est-ce que tu pourrais dire, bah non. Ou bien tu te dirais, bah si, quand même, je vais essayer. Bah, il est arrivé qu'on me demande des gens de télé-réalité. Non, c'est pas mon métier. Je suis marchand de voix. Mais c'est vrai que non, j'en sais rien. J'avoue que je connais pas bien le sujet au niveau de la télé-réalité parce que j'ai pas la télé.
Donc je sais pas qui sont ces gens, mais il y a sûrement des gens formidables. Si, tiens, est-ce que les histoires de Star Academy, tout ça, c'est de la télé-réalité ou pas? Alors pas pareil que... Oui, J'ai moi... rencontré, par exemple, une fille absolument formidable que je connaissais pas, dans un resto juste à côté d'ici. J'allais manger tous les midis. Et quand j'ai pas un mode avion à midi, et que j'ai pas un déjeuner, en général, je descends avec un bouquin. C'est souvent Shakespeare. Ouais, ouais. Bien que t'apprécies. Je pourrais te le faire rencontrer si tu veux. Ah bah, avec joie. Un jour, la serveuse vient me voir. Elle me dit, il y a Camélia Jordana, qui voudrait te rencontrer. Je sais pas qui c'est, j'avais pas cliqué. J'avais pas vu Star Academy, tout ça. J'ai dit, je sais pas qui c'est. Elle me dit, mais c'est une chanteuse, machin, là. Elle vient souvent manger là, elle te voit lire Shakespeare, tout ça, dans ton coin. Ouais, elle veut faire ta connaissance. Donc on discute. Allez, super, j'ai appris tout de suite très fascinante, personnalité tout de suite. Et je remonte chez moi, je tape son nom et j'écoute ses chansons et je dis waouh. Ouais, je suis d'accord. Alors est-ce que c'est au départ de la télé-réalité ce qu'elle a fait ou pas? Un peu, mais pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils te les foutent dans une baraque. Il n'y a même pas de challenge de savoir si tu sais chanter ou si tu sais faire une addition. C'est pas ça. Contre les autres, Star Academy, c'est quand même axé sur la musique. Même s'il y avait un petit côté, ce qu'il n'y a plus du tout ou très peu dans The Voice, où c'est pure chanson. C'est qu'il y a un petit côté, encore un petit côté télé-réalité, mais... T'as pas eu assez? Tu veux m'aider un peu? Moi, j'ai vraiment... Je vais prendre Je veux pas m'aider, j'ai trop, moi. Toi, t'es maigre, hein. Quand je t'ai vu rentrer, je me suis dit, il est très maigre. Non, ça s'appelle fit. Ça s'appelle pas maigre, c'est pas pareil. Donc, pour répondre à ta question, la télé-réalité, je connais très mal. S'il y a quelqu'un là-dedans qui a du talent pour faire entendre des mots, le mot, si tu le fais pas entendre, il sert à rien. Non, mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de... Tu fais de la télé, tu feras pas du théâtre ni du cinéma, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est en train d'exploser grâce aux plateformes Netflix et compagnie, heureusement, pour montrer aux gens qu'en fait, il y a plein de gens qui ont plein de capacités, qui ont plein de talents ou autres. Tu peux faire une très bonne pub aujourd'hui à la télé. D'ailleurs, les Américains ne nous ont pas attendus pour faire des séries de la pub. Tu vois, aux États-Unis, les cinémas, chaque semaine, le comptent en millions de dollars rapportés. C'est aussi un business. C'est artistique, mais c'est un business. En France, on te parle en nombre d'entrées. Donc en France, on fait croire à des tonnes de gens de dire « Ah, tel film a fait 900 000, 1 million. Ouais, mais ton film a coûté 25. » Donc c'est un échec industriel. À la télé, t'as pas ça. À la télé, moi je connais la télé depuis 5 ans, je connaissais pas avant. En tant que fiction, je veux dire, je connaissais en tant que sketch sur Canal, mais la télé, ta série, elle ne marche pas, elle ne rapporte pas assez d'oseille pour la ménagère ou pour machin, c'est fini. C'est fini, on arrête. Tu feras autre chose si t'es pris pour un autre casting, mais ça, on arrête. Il n'y a pas au cinéma, ce faux truc de t'as plombé 3 ou 4 films et tu continues les têtes d'affiche. De Bankable, ça n'existe pas, Bankable. C'est comme en Italie, c'est comme en Allemagne, c'est comme en Angleterre. C'est un faux truc qu'on a inventé. Et heureusement que les plateformes et Netflix ramènent des gens comme Casa de Papel, etc. Dans 190 pays, t'as les acteurs espagnols qui sont inconnus au bataillon. Maintenant, c'est des stars mondiales. Et on a misé sur eux, parce que ce sont surtout de très bons acteurs. Il faut arrêter de croire que le très bon acteur est un acteur connu. Le très bon acteur est un acteur aussi inconnu qui va l'être, évidemment, etc., etc. Et puis de toute façon, le connu, il était inconnu à la base. C'est comme l'entrée de « je rentre en boîte », ouais, il faut être habitué. Bah, laissez-moi rentrer une fois en boîte, et après je deviendrai un habitué, parce que je reviendrai samedi prochain. Donc dans 3 samedis, je suis habitué. Bah oui. Arrêtons avec ça. Non, mais et surtout que le nombre de films et le truc. Oui, mais je te vois un petit peu. Non, mais c'est intéressant. Non, mais... Je passe mon temps à essayer de faire bosser des acteurs que je trouve merveilleux et qui sont complètement inconnus et qui ont pas de boulot et dont certains sont à RSA. C'est en train de changer, mais petit à petit, parce que la France est très prétentieuse et très sur des traditions que, tu vois, aux États-Unis, Owen Wilson, il va faire la pub pour Oreo. Oreo, je crois pas que ce soit le truc du... Regarde Arié Elmaleh. Non mais... Regarde Arié Elmaleh. Il s'est fait connaître par les pubs SFR. Voilà, bon ben il était formidable. Il était tellement bon dans les pubs SFR que des mecs l'ont pris ensuite pour... Bah oui, mais... Oui, mais non, ça, mais moi, c'est la méthode américaine. Discours, je connais pas ce discours de... En France, ouais, en France, c'est que ça. moi je connais que la France. Donc je peux pas me prononcer sur comment on fait ailleurs, je connais que la France. Oui, mais en France, les gens, certaines personnes vont être un petit peu plus
hautaine, ou dire oh non, machin, c'est machin qui a fait telle pub, oh, je sais pas. Ah. Alors Si la que pub le était public bien- ne pense pas Oui, ça. non. Il y a des gens qui Si la pensent pub ça. était bien, et le mec... J'ai vu une pub, je sais pas si tu l'as vu, c'est pour les produits bio. Le mec est dans un champ, c'est un mec qui s'appelle Pierre Samuel, je connaissais pas. Il commence à faire la promo des produits bio et tout, c'est super, super bien. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un gros cynique en fait. Il dit juste, si je fais ça, c'est juste parce que ça fait vendre aujourd'hui. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non. Le mec est très bon. Grâce à cette pub, je l'ai mis sur un rôle pour une série de podcasts. Une série en podcast qui était vachement bien, où il cherchait un curé, il y avait un enterrement. Dans un truc, il cherchait un curé. Grâce à cette pub, il a eu un rôle. Donc le mec, au contraire, Mais moi, je suis c'est d'accord, grâce à mais sa je pense pub que qu'il a eu le rôle. Faut laisser la chance à plein de gens Évidemment. pour le rôle à l'instant T et de pas mettre des Évidemment. barrages parce que, ah Évidemment. non, lui il a fait le truc sur TF1. Tu vois, regarde un mec comme. On a de la... Oui, mais parce qu'il y a de la chance, un mec comme dans le Bureau des légendes sur Canal+, la série, donc sur les services secrets français. Tu as Artus, par exemple. Artus, qui est un comédien, comique, qui a fait des spectacles. Et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait Artus, il a fait Danse avec les stars, l'émission de TF1 où il danse. Parce qu'il dit, moi je suis gros, machin, on m'a fait faire ça, il l'a fait. Et en même temps, il était sur Canal+, dans la série Le Bureau des légendes, et il est super bon. Et ben oui, évidemment. mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Il l'a dit à la radio l'autre fois, j'entendais, c'est Stéphane Bern. Ce qu'il a sauvé, c'est que Éric Rochant, le créateur de la série Le Bureau des légendes, ne regarde pas TF1, ni France 2, ni la télé, comme toi. Donc il savait pas qui c'était. Et donc, il s'est pas dit, ah non, c'est le mec qui a fait Danse avec les stars, c'est pas bien. qu'il ait fait ça. Ben non, on s'en branle, mais c'est ce que je Du te moment dis. qu'il est bon. Du moment Oui, qu'il je est suis bon. d'accord avec toi. Et lui, il est excellent dans Danse avec les stars, émission très commerciale, très populaire, machin, genre de télé-réalité. Et à côté, dans le Bureau des légendes, qui a un truc ultra pointu sur les renseignements généraux sur Canal, qui est très bien mené, très bien écrit, très vois bien ce que joué, c'est, ouais, je vois ce il que est très bon. Et donc voilà. Et ben si la personne, le créateur de la série, Éric Rochant, il avait eu la télé, peut-être il aurait dit ah non, tu vois, ou on lui aurait dit ah bah non, faut pas. Moi c'est mon taf de dire, d'aller justement chercher des gens. Dire et- Fred Testo, Voilà. il peut te faire un truc que t'aurais pas imaginé. C'est mon taf. C'est pas que le Moi, connard mec, de Le mec, Canal. il peut avoir fait les Marseillais contre je sais pas quoi, là. Contre les Marseillais Godzilla. à Miami ou je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles. Du moment que le mec, il a Je suis d'accord. le talent pour faire entendre des mots, de quoi on parle. Quand tu vas faire une pub, qu'est-ce que c'est la même chose qu'au théâtre. Tu Oui, dois mais- faire entendre les mots. Si c'est moi qui vais, je vais pas les faire entendre des mots. Je sais lire pourtant, je peux lire le texte. Mais je vais pas les faire entendre parce que je sais pas, c'est pas... Mais je mon pense que métier. tous les Ouais, c'est agents mon ne métier. sont pas comme toi. Toi, tu as une ouverture d'esprit, tu dis bah ouais, pourquoi pas. Tu vois, Après, tous les agents, non, évidemment, tous les agents sont pas comme moi. t'as des agents qui disent oulala. Tous les pères sont pas comme moi, tous les fils sont pas comme moi. Oui, mais c'est important parce que toi, beaucoup de gens dépendent de ton choix. Ou de ta direction. Quand tu es comédien, C'est pour ça que ça fait 27 ans que je fais ce métier, que je le fais toujours et que voilà, c'est parce que il y a des gens qui apprécient ma façon, je pense, de le voir et de le faire. Ouais. Moi, tu sais, dans ce métier de la pub, parfois j'ai des discussions, je me souviens d'une discussion avec peu importe son nom. Les mecs me disent, non mais attendez, vous vous rendez pas compte de la somme que vous demandez? Les compositeurs, les machins, tout le monde, tout le monde prend beaucoup moins. Je dis, mais de quoi vous me parlez? Ça n'a rien à voir. Le compositeur, il fait un super boulot, un super métier, machin, nanana. Tous les autres font un super métier, il a un super boulot. Il y en a un seul qui fait entendre les mots, c'est l'acteur. Il est irremplaçable. Tu peux le changer, mais il ne fera pas entendre les mots de la même façon. Donc peu importe d'où ils viennent, moi, le mec, il a fait... Ouais, je suis d'accord. Je te dis. c'est beau. Hein. C'est beau ce qu'il dit. C'est bon ce qu'on mange, hein. Très bon ici. Et toi, justement, t'es pessimiste pour l'avenir ou t'es comment? Moi, je suis d'un naturel très optimiste. Voilà, Toujours. comme moi. Je suis d'un naturel très optimiste. Je pense qu'on est notre espèce. Moi, je sais. Je suis un grand fan aussi de Jean-Claude Amezen. T'écoutes parfois Jean-Claude Amezen? Oh. Mon Dieu, mon Dieu. Mais tu vas te régaler le jour où tu vas découvrir ça. Ça fait, je sais pas, au moins 10 ans que je vous écoute. Tous les samedis matins sur France Inter, de 11h à midi. Ça s'appelle Sur les épaules de Darwin. Déjà, le mec a une voix incroyable. Et il te raconte
plus ou moins toute l'histoire de l'évolution. Ça passe de tout à tout, je lis des abeilles, des oiseaux, à l'Homo sapiens, aux Incas, à toutes Ouais, les je vais le cultures. noter. C'est génial. Tu le podcast, tu vas voir, c'est trop bien. Et alors le mec en plus a une voix vraiment assez envoûtante, la façon dont il raconte les histoires, et il s'appuie aussi sur beaucoup d'extraits de littérature et de poésie. Et quand il te lit, pourtant moi tu vois, c'est le métier, j'écoute sur quand même des comédiens Ah tout le oui, temps. c'est ton métier. Il te lit le passage de la Madeleine de Proust, où il te lit le retour à Ithaque, le chant 17 de l'Odyssée. Moi, je pleure. Je te jure, je pleure. Je l'ai écouté 25 fois, je pleure à chaque fois. C'est d'une beauté, c'est d'une émotion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion. Bah, c'est ça. Quand un mec parle, c'est est-ce qu'il y a de l'émotion ou pas. Quand tu écoutes un peu Jean-Claude Amezen, ce que j'aime bien, c'est que ça te donne un petit peu de hauteur par rapport à l'espèce. Tu me poses une question, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Pour l'instant, franchement, tu préfères aller vivre sur l'île de North Sentinel ou vivre à Paris dans le 18e? Tu connais l'île de North Sentinel? Oh. Tu connais pas cette île? C'est une île qui fait partie de l'Inde, qui est au large des côtes sud-ouest de l'Inde. Il y a eu en 2018 un petit fait divers qui a fait un peu la une de l'actualité parce qu'il y a un Américain un petit peu allumé, évangéliste, fan de Jésus, etc., qui a décidé qu'il allait aller évangéliser cette île. Mais Ça me dit quelque chose. les gens qui vivent dessus, sur l'île de North Sentinel, vivent vraiment à l'état primitif de chez primitif. Ils sont totalement coupés du monde. C'est sans doute la tribu la plus primitive au monde. Ils sont totalement coupés du monde. Tu ne peux pas approcher. Je sais que tu ne peux pas approcher. Si tu approches, tu prends une volée de flèches. Donc même les pêcheurs, ils ne veulent pas y aller et tout. Et là, le mec a filé de l'oseille des pêcheurs. Il a fini le trajet en canoë. Les pêcheurs sont restés au loin, le regarder à les jumelles. Et ils ont vu qu'à peine il a posé le pied sur la plage, il s'est pris une centaine de flèches direct dans le corps. Et ensuite, il a vu les mecs lui passer une corde autour du cou, et traîner sur la plage. Et donc, oui. Impunité totale. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, ça fait partie de l'État indien. Il y a crime, il y a meurtre, mais on va pas les déranger. Ils ont le droit. Ils ont le droit de tuer. Les seuls gens au monde qui ont légalement le droit de tuer. Bon. Est-ce que tu veux aller vivre sur l'île de North Sentinel ou est-ce que tu préfères vivre à Paris 6e? Bon. Donc évidemment, je suis optimiste. On a quand même fait d'énormes progrès et on va continuer à en faire. Mais on vit quelque chose d'assez on vit un péril important aujourd'hui avec cette histoire d'immédiateté. Parce que ce qui fait notre particularité, qui est justement l'entendement, c'est-à-dire la réflexion, le fait de réfléchir avant de parler, bah aujourd'hui, c'est en train de disparaître. C'est à cause de l'immédiateté, à cause de l'Internet, à cause du putain de téléphone portable. Il faut tout le temps répondre tout de suite. Un producteur, il t'envoie un message. T'as pas répondu dans l'heure, tu te fais pourrir la gueule, mais pourrir la gueule. Tu te fais insulter la gueule. Au revoir, mesdames. Et encore, excusez-nous de nous avoir adressé la parole. J'espère que vous nous en tiendrez pas rancune. Enfin, à mon avis, ouais. Très bien. Ça manquait un peu de chlorure de sodium, mais sinon c'est très bien. C'est Ouais. Et j'aurais pu t'en apporter. Non, c'est pas grave, on va prendre une petite mousse au chocolat. Non, il n'y en a pas, il y a fondant aujourd'hui. Fondant, je te le conseille. Non? Ananas? Fondant, c'est Pardon. Donc, je veux bien un fromage. Et un Saint-Nectaire. S'il te plaît. Et Saint-Nectaire d'abord. en même temps. Mais toi, quel est ton... Est-ce que quand tu vis le matin, tu te dis... C'est quoi ton degré de prévoyance? Tu vis à combien de temps? La journée. On est d'accord. De la journée ou à la rigueur, pour être honnête, il dit ah bah si, ce week-end, il va peut-être me manger un poulet rôti frites. Tu vas jusqu'au week-end ou pas? Quand la semaine démarre. Je décide. Non, Non, mais sérieusement. non, sérieusement, je décide le jour ou la veille. Là, chaque week-end, je peux avoir 1000 projets. Non mais parce que de faire ça, c'est déjà être hyper moderne. Pour moi, celui qui se dit, je sais pas là tout à l'heure, tu vois, après on a des contingences familiales ou pas, mais de boulot. Mais sinon, je trouve ça génial de se dire juste,
Ah, tu bosses à la semaine, quoi. Mais là, c'est pas à la semaine, c'est à la journée. Non, mais Tu peux parce être qu'après, incapable t'as les de- tournages. Moi, je parle pour moi. Oui, mais moi, Donc, je je suis suis obligé de te incapable de dire que savoir, le mois prochain, je suis en tournage, théoriquement. C'est comme réserver dans un resto étoilé où il faut réserver 3 mois à l'avance. Je suis incapable de dire 3 mois à l'avance si j'aurais envie de me faire une bonne Mais bouffe. ça, ce t'es jour-là. d'accord que ça, c'est le vrai luxe. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est de se dire, Est-ce que attends, c'est un moi... luxe ou est-ce que c'est une philosophie de vie? Bah, c'est une philosophie, mais c'est aussi un luxe. Et on n'a pas envie de... Enfin, toi... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça parce qu'ils veulent que je prenne des engagements. Ils disent, tu viens ce week-end? Ils me demandent une semaine avant, je dis ouais, je vais essayer. Et puis la veille ou le jour même, je dis bah non, je viens pas parce que. Mais c'est pas grave. Non, mais à la semaine, à la rigueur, déjà, c'est très peu. Hein. Moi, C'est déjà vraiment, très restreint. Hein. Toi, au jour, Ce soir, je vais aller pour au moi, t'es théâtre. un phénomène. Hein. Je vais aller au théâtre ce soir à Au jour le Torcy. jour. Je vais aller à Torcy ce soir au théâtre. Voir le Non, mais est-ce que t'as assez l'école des d'essence? maris. Faut avoir de l'essence pour aller à Torcy. Faut avoir un plein d'essence. En fait, j'ai une voiture, j'ai une Saab, une vieille Saab qui tourne à l'éthanol. D'accord. Comme ça que ça Ouais, s'appelle, non, d'accord, l'éthanol? moteur. Ouais, je sais pas. Bref, je devais aller à Torcy. Une comédienne m'a envoyé un SMS ce matin me disant le maire a annulé. Donc je vais pas à Torcy, je vais peut-être aller en Normandie, mais j'en sais rien. Je verrai demain matin quand je me lève. Moi, je suis comme ça, oui. Ah, mais ça, c'est classe. Hein. C'est fort, je trouve. Moi, j'essaie un maximum d'être comme ça. Je trouve que ça te simplifie la vie. Oui et non. Tu fumes pas, toi? T'as arrêté de fumer? Depuis longtemps? T'as jamais fumé, en En fait. 2010. Pourquoi t'as fait ça? T'es pessimiste sur ton Je peux en avenir? parler. Je peux pas en parler avec quelqu'un qui pourrait enregistrer ce que je vais dire. Mais je te le dirai sans micro. C'est rien d'extraordinaire. Tu dis une histoire de C'est cœur. lié aux tu dis une histoire de centrales cœur. nucléaires. C'est en rap. Et nous, on peut sortir quand même fumer Ah une oui, clope tu ou peux, pas ouais. Bah, on a le droit. Même avec les micros? Ah oui. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.